Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Bienvenue dans Yes We Care, donc qui est le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Merci beaucoup de t'être rendue disponible parce que je sais que tu as un emploi du temps hyper chargé. Tu es la fondatrice donc d'EcoClean. Tu es la fondatrice d'EcoClean on Demand. Tu es aussi lauréate du prix Bold Women de Veuve Clicquot. Est-ce que tu accepterais de te présenter avec nous, de nous raconter ton parcours, parce qu'il est assez atypique aussi, et aussi ce que fait EcoClean on Demand? Avec plaisir, parce que de toute façon, maintenant que tu as réussi à attraper une heure de mon temps, je suis tout à toi et à tes auditeurs. Donc, EcoClean on Demand, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui va mettre en relation... c'est plus qu'en relation. En réalité, nous, on se considère comme le Uber du nettoyage, mais version Bicorp. C'est-à-dire qu'on va satisfaire un besoin en nettoyage de la part de clients et une offre de cleaner que l'on va se faire rencontrer. Tout ça donne une plateforme qui s'appelle EcoClean on Demand, qui vient d'être certifiée Bicorp en juin 2024. Félicitations. Merci, parce que c'était vraiment très dur. Et surtout, il faut savoir que nous sommes la première plateforme au monde à être bicorpée. Voilà, donc ça on en est assez fiers. Donc, qu'est-ce que c'est EcoClean on Demand ? C'est tout simplement vous commander des heures de nettoyage pour chez vous ou pour votre entreprise, aussi facilement qu'un taxi ou un plat cuisiné. Voilà, tout simplement. C'est sans engagement, c'est à la demande et on paye à l'heure. Ok. Voilà. Sans contrat, juste avec sa sa carte. carte C'est vrai que généralement, bleue. tu as plutôt des forfaits, c'est ça ? Ou tu fais rarement du one-shot comme ça quand c'est sur le... Alors, dans le ménage, quand on veut une femme de ménage, c'est un peu la tannée, surtout quand on vient d'emménager dans une ville où on n'a pas forcément un réseau. Donc, ça se termine toujours pareil en disant à sa gardienne, vous n'auriez pas le nom d'une femme de ménage à me recommander. Donc, souvent, celles qui sortent, les noms qui sortent, elles sont toujours super bookées, donc elles ne sont pas disponibles. Et puis, après, il y a la tentation du travail non déclaré. Ouais. Et nous, on fait tout l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on va remettre dans l'emploi décent, pérenne et déclaré des hommes et des femmes de ménage via notre plateforme. Et tout ça au même prix que si vous la payez de la main à la main. C'est-à-dire que ce service-là vous revient à 15 € de l'heure. Et nous rémunérons 18 € l'EcoCleaner. Pour savoir comment ce mécanisme est possible, je vous invite à aller voir sur notre site ecocleanondemand.fr, tout est expliqué. Et du coup, vous, en tant que client, vous dites au moins la personne est déclarée, elle est bien rémunérée, et je sais que ce sera un travail de qualité, puisque effectivement, nous avons cœur et fort de former nos cleaners, de vérifier évidemment tout leur KYC, et ça va du casier judiciaire à la véracité des papiers d'identité et surtout à l'autorisation de travail sur le territoire. Voilà. Et tout ça permet à 3000 éco-cleaners actuellement d'avoir un job, parce qu'on parle de job quand même. On ne fait pas 8 heures ou 10 heures de ménage comme ça, parce que c'est fatigant. Et puis surtout, en étant rémunéré à 18 € de l'heure, pour les étudiants dont le revenu médian est de 400 €, on les fait en 20 heures et à la demande. C'est-à-dire, on dit toujours ton job te suit. Donc, où qu'on se géolocalise en France, on peut taffer. Et si j'ai des partiels, je n'ai pas d'autorisation à demander à mon employeur. Je ne me connecte pas. Voilà. Et côté client, ça a cette souplesse que vous débarquez dans un endroit, vous géolocalisez et 20 minutes après, ça sonne chez vous et il y a une personne de confiance qui arrive. D'accord. Et la prestation est délivrée. Et ensuite, comme sur Uber, vous notez. Alors, c'est tout à l'heure incroyablement parfait comme ça, c'est génial. Et comment c'est venu, en fait ? Parce que EcoClean on Demand, à l'origine, c'est une entreprise qui a plus de bouteilles, on va dire. Est-ce que tu peux revenir aussi sur tout ce cheminement-là et en fait aussi nous expliquer ton parcours ? Parce qu'il me semble qu'à l'origine, tu étais une enseignante chercheuse en mathématiques. J'ai l'impression que tu te lances dans des trucs nouveaux comme ça, sans forcément tout connaître des secteurs. D'où ça sort et comment s'est passé ce parcours pour arriver à EcoClean on Demand ? Alors, sur la partie professionnelle,
EcoClean On Demand, en fait, c'est un dérivé de EcoClean qui ne faisait que du B2B à l'origine, donc depuis 2005. Et pendant le Covid, en fait, à la demande d'Airbnb, on nous a demandé de créer une plateforme pour justement desservir les 700 000 appartements que comprend la plateforme. Alors évidemment, on n'a pas fait les 700 000 appartements, hein, mais on en a fait beaucoup. Et du coup, fort de ce qu'on appelle POC. Ouais, hein, voilà, c'est un joli POC, dis donc. Hein. Voilà, c'est un joli POC. Avec une belle marque quand même. Hein. Et qui ouvre toutes les portes du financement, puisque quand vous arrivez avec un partenaire comme Airbnb, vous n'avez même pas besoin de lever de l'argent, vous pouvez aller chercher de la dette. Donc ce que l'on a fait, du coup, on a fait un joli POC, et puis du coup, maintenant, on a une appli qui fonctionne, qui est ouverte à tous, et qui est très bien notée, entre 4,83 et 4,87 sur 5. Et par les utilisateurs, et par ce qu'on appelle le B2B2C, donc le donneur d'ordre aussi. Et puis effectivement, après, chemin faisant, en fonction de la demande et en fonction de ce que on ressentait sur le marché, mon associé Julien et moi, où on est un petit peu des fous, parce qu'on se lance effectivement des fois, on se dit tiens, on a une idée. Et cette idée-là de la plateforme, on l'avait, sauf qu'on n'avait pas forcément les clients. Et il n'y a pas de hasard. C'est une bonne leçon aussi, quoi, d'attendre quand on a vraiment un client pour le tester, quoi. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, quand on a une boîte qui marche bien, il ne faut pas la mettre en danger et encore moins en péril. Donc, quand on a des nouvelles idées, c'est parfait, mais il faut quand même sauter avec un parachute. Et là, le parachute, c'était le gros client. Donc, et sinon, peut-être que ce serait encore dans nos cerveaux et puis qu'on attendrait que ça arrive. Ça fait partie aussi de notre ADN, Julien et moi, parce que en réalité, moi, par exemple, à la base, j'étais enseignante, mais j'ai toujours voulu être chef d'entreprise, sauf que j'avais pas l'idée. Et comme je déteste perdre, je voulais pas monter une boîte pour monter une boîte. Voilà. Donc j'ai attendu d'avoir l'idée. Tu disais, tu avais mentionné qu'en fait, à 6 ans, tu avais créé ton bureau sur lequel tu avais écrit Christelle Gimaret, PDG. Ouais, exactement. C'est vrai. Mais à 6 ans. Ouais, parce qu'en fait, moi, je traîne dans les entreprises de mon grand-père depuis que je suis née, en fait. Parce que vous savez, à l'époque, les parents, ils envoyaient leurs enfants pendant toutes les vacances scolaires chez les grands-parents. Et moi, mon grand-père, il avait une usine. Donc, je traînais dans son usine et puis je le voyais donner des ordres, engueuler les gens. Ça, je trouvais ça trop cool. Et du coup, j'avais dit, moi aussi. Du coup, je faisais toquer mes parents et ma sœur et ils devaient attendre que je leur dise entrez. Ah, trop drôle. Et du coup, ils rentraient. Et sur mon bureau, j'avais fait comme mon grand-père, parce qu'à l'ancienne, on mettait son nom sur son bureau. Donc, effectivement, il y a marqué Christelle Gimaret, PDG. Voilà. Et pour autant, tu t'es pas dit, plus tard, je vais faire une école de commerce et ensuite, je vais monter mon business, quoi. Alors, moi, je suis très, très vieille. Donc, les écoles de commerce n'étaient pas aussi développées qu'actuellement. C'était très confidentiel. Enfin, c'était vraiment... il y avait HEC et puis c'est tout, grosso modo. Ou alors c'était plus des entreprises familiales qu'on reprenait, c'est ça Alors il y avait aussi la reprise familiale, donc ça c'était exclu parce que de toute façon elle avait été transmise au père qui lui-même l'avait revendue ensuite, donc ça c'était exclu. Mais en fait à l'époque, c'est soit on allait en école de commerce, soit grosso modo on faisait l'ENA ou l'école de la magistrature, où on devenait prof. Bon, moi j'ai choisi plutôt la voie d'être prof. Et ça me plaisait, et ça m'a plu pendant 10 ans. Mais 10 ans pendant lesquels je me suis dit, l'entreprise, je l'ai mise dans un coin de ma tête, mais un jour, j'aurai vraiment mon nom sur un bureau. Voilà. Et puis un jour, l'idée est arrivée, et je l'ai développée, et puis ça a connu le succès actuel. Mais j'ai lu que tu avais aussi essayé d'être pilote. Oui. Alors moi, en fait, le problème, c'est que j'ai plein de passions. On sent quand même un tempérament d'aventurière. Ouais. Alors c'est un peu le problème, c'est que je m'éparpille un peu, et j'ai plein de passions, et voilà. Et du coup, je voulais être astronaute en réalité. Et pour la voie royale. Et ambitieuse aussi, quand même. Alors ça, l'ambition, c'est pas un gros mot, et je crois qu'elle me caractérise assez bien. Mais pour moi, c'est pas de l'ambition, c'est juste suivre ses rêves, en fait. Okay. Et du coup, je voulais être astronaute. Et pour être astronaute, on regardait, donc à l'époque, c'était Claudie Agneray, la première astronaute femme. Et elle avait plein de doctorats et elle avait plein de choses que je n'avais pas. Et du coup, j'avais trouvé que par des voies détournées, donc en étant pilote, on pouvait devenir astronaute. D'accord, je savais pas. Donc du coup, je tente l'ENAC, donc l'École nationale d'aviation civile, que je rate magistralement. Mais parallèlement, je passe un brevet de pilote privé que j'obtiens. Donc je me décourage pas.
Et puis en fait, bon, après, pour avoir un doctorat, il valait mieux faire des maths. Donc du coup, je rentre et je fais des maths. Et puis après, je suis enseignant-chercheur en postdoc. D'accord. Et voilà. Mais l'idée de l'entreprise était toujours là. Hein. Et d'ailleurs, même à un moment donné où je voulais monter une compagnie de jet privé. Donc, oui, ça avait du sens finalement avec le parcours. Voilà, l'entrepreneuriat, le jet, tout Ouais. ça. Et puis maintenant, avec les normes environnementales, je me dis, heureusement que j'ai pas fait ça. Voilà, mais ouais, faut toujours croire en ses rêves et puis il faut tester. Et puis on apprend de ses échecs, même si sur le coup c'est très douloureux, hein, parce que là j'en ricane, mais je j'imagine ne que sur connais le pas coup, du tout. ouais. Puis surtout c'était la fin du monde, enfin c'était la fin de mon monde en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis après il y a d'autres alternatives et puis on trouve des solutions. Voilà. Et donc, tu as fait ces 10 années où tu t'es un peu. Tu avais toujours cette petite idée au coin de la tête en disant est-ce que je vais trouver le concept et comment ça s'est passé, justement, cette idée Alors, comme je suis une matheuse, ça s'est passé très, très prosaïquement. C'est-à-dire que je me suis pas dit « j'aime tel secteur, je veux entreprendre dans la mode, dans je sais pas quoi ». Non. En fait, j'ai ouvert le Compass, qui était le guide à l'époque c'était le répertoire de toutes les entreprises et qui publiait leur bilan. Et je l'ai analysé pendant 2 ans en disant quand on n'a pas d'apport capitalistique important, quand on ne détient pas de brevet, contrairement à mon grand-père, qu'est-ce qui reste? Alors tout de suite, ça a affiné sur les services. Il en est ressorti que c'était des services soit de propreté, soit de gardiennage. Gardiennage, je me suis dit, oulala, mais si j'y arrive pas, ils vont me casser la gueule si j'arrive pas à les payer leur salaire et tout. Et du coup, j'ai opté pour le nettoyage. Ça, c'est 1 an. Après, pendant 1 année, je me suis dit, je vais affiner parce que je m'étais bien rendu compte qu'il y avait 27 000 entreprises de nettoyage immatriculées en Paris intramuros. Donc, je me suis dit, je ne vais pas être la 27e, ça n'a pas de sens. Donc, pendant 1 an encore, je mature. Comment se différencier, quoi, la différenciation. Ouais. Et la différenciation, ça permet de pénétrer un marché qui est ultra saturé parce que ça va de l'entreprise unipersonnelle au grand groupe qui fait 4 milliards. Hein, donc, c'est vraiment le spectre, il est énorme. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément, tout le monde a besoin de nettoyage parce que tous les jours, il y a de la poussière qui retombe et ça ne se délocalise pas. Donc forcément, il y a de la place pour tous les acteurs entrants. Après, il faut se différencier. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est en voyageant, je me suis aperçue que dans plein de pays, les hommes de ménage ou les femmes de ménage, ils étaient montrés. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'à Dubaï, il y avait un restaurant et la personne faisait le ménage. On la voyait. Et on voyait le cuisinier faire à manger aussi. Donc, du coup, ces métiers, tout d'un coup, étaient devenus nobles. Et puis, à Barcelone, je me suis rendu compte que les éboueurs, ils étaient mis en avant avec des belles tenues, etc. Et je me suis dit, mais si on les met en avant et si on les respecte et si on les considère, ça va bien le faire. Et puis, si on les paye un peu plus, ça va le faire. Et puis, si on les fait travailler de jour aussi, ça va le faire. Donc, chez moi, c'est 8h, 20h. Et samedi, dimanche, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, je vois pas pourquoi ces gens seraient privés d'une vie privée, familiale ou même sociale. Pourquoi moi, je dirais, tiens, j'ai mon dîner samedi soir et puis pas lui. Je vois pas pourquoi moi, je peux amener mon gosse à l'école et pas eux. Donc, ça a été 8h, 20h. Et puis, c'était aussi une question de se dire, je veux pas de maman isolée sur un quai de métro à 5h30 du matin, quoi. Ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, c'est incroyable parce que ton idée, on aurait pu se dire, tu nous as trouvé une idée de marché, tu vois, une opportunité de marché de dingue. Et non, toi, ça a été par l'intérieur. C'est moi, je vais me différencier, en fait, dans la façon de traiter mes collaborateurs, dans la façon de les rendre visibles. Ouais. Et c'est grâce à ça que je réussirai à me démarquer. Alors, en fait, quand tu crées une entreprise, soit tu prends le spectre de te dire, je veux satisfaire une clientèle, soit tu prends le prisme plutôt intérieur de dire, je veux l'entreprise de mes rêves, l'entreprise dans laquelle j'aimerais bien bosser si j'étais dans ces conditions-là, conditions qui sont peu diplômés, parlant peu ou mal le français, souvent avec des papiers pas très pérennes, parce que souvent, c'est un peu le problème en France, c'est quand vous débarquez, souvent vous avez une carte de séjour. Et ce titre de séjour-là, par définition, il a une durée limitée. Soit 1 an, soit 3 ans, soit le Graal, pour eux, c'est 10 ans. Donc, les conditions d'accès au marché du travail sont très compliquées pour ces gens-là. Donc, moi, je me suis dit, si je les attire, j'aurai jamais de pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'en réalité, le turnover sur ces métiers-là, il frise les 50%. Hein. Ouais. Chez moi, il est de moins de 1%. Pourquoi ? Parce que la rétention cleaner, elle passe, par le salaire. Quand on paye 18 € de l'heure versus 9 €, il n'y a pas débat. On les forme.
gratuitement. On ne demande pas de CPF, on ne demande pas des frais d'inscription, rien du tout. Mhm. Et surtout, on les adresse à des clients où effectivement, c'est pas un entrepôt au fin fond de la banlieue où il y a 4 heures de trajet aller-retour, quoi. Donc, et puis là, Oui, et maintenant, les horaires de travail aussi, comme tu les disais. horaires de travail, 8h, 20h. Et puis maintenant qu'on a introduit la géolocalisation, les gens peuvent travailler là où ils ont envie de bosser. S'ils veulent bosser sur les champs, ils géolocalisent sur les champs. S'ils veulent bosser à côté de chez eux, ils géolocalisent. Et surtout aussi, il y avait la brique aussi, réduction des risques d'accident de travail. Et ça passe par des produits écologiques. Donc à la base, c'était des produits écologiques que je faisais venir d'Allemagne, puis après de Suède. Et puis aujourd'hui, on en est où effectivement, quasiment tout le monde a adopté les produits écologiques. Donc nous, on va plus loin. Et on se dit, on prend des produits biosourcés. Voilà. Donc tout ça, toutes ces petites briques font que... parce que j'adore jouer au Lego. Faut pas le dire, mais j'ai arrêté de jouer au Lego à 18 ans. Mais voilà, toutes ces petites briques font que ça crée un écosystème qui est vertueux et pour les clients. Parce que du coup, ils sont fiers de se dire je contribue à ma modeste échelle au fait de remettre dans l'emploi décent des gens qui étaient mal considérés ailleurs. Donc moi, mes donneurs d'ordre, souvent, sont les managers ou voire carrément le président de l'entreprise. Mais c'était ma question. Je pense que c'est très vrai aujourd'hui et plutôt bien le valoriser aujourd'hui, ce qui est écologique, social, sociétal, etc. Je ne sais pas si c'était le cas avant. Ah non, pas du tout. Donc voilà, moi, en fait, quand je me suis lancée comment en 2005, c'était les balbutiements du développement durable. Et c'est ça. Là, on part de loin, quoi. Alors que maintenant, on parle de RSE, on parle d'impact. Ouais. Si tu l'es pas, tu es complètement à côté de la plaque, alors que c'était un truc... Et tant mieux. Et tant mieux. Et là, avec au 1er janvier 2025, il y a toutes les normes, les reportings CSRD qui vont tomber, puisqu'ils ont été retardés d'un an. Mais là, la deadline arrive. Et on voit que la chaîne des achats responsables, si tu n'es pas dans le scope, tu n'existes pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, y a plein de gens qui y vont par obligation. Mais tant mieux. Dès que c'est réglementaire, on change les choses. Voilà, clairement, exactement. Et tant mieux. Et puis après, donc le travail de jour, ça se fait de plus en plus. Moi, je vois la concurrence s'y est mise de plus en plus. D'accord. Les produits écologiques, là, c'est quasiment tout le monde, parce que là, c'est un incontournable, et tant mieux. Et puis après, il y a encore le fait d'être verrouillé par des contrats. Et nous, on a fait sauter ce levier. Chez nous, il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire que vous vous engagez avec nous, mais à partir du moment où, comme c'est à la demande, c'est juste vous qui passez vos commandes. Si vous pouvez très bien passer, je sais pas moi, vous avez une grosse semaine, tout le monde est en présentiel et vous dites je veux que vous passiez du lundi au vendredi. Puis la semaine d'après, juste le mercredi. Puis la semaine d'après, rien parce que c'est les vacances, personne est au bureau. Donc voilà, donc nous, on offre cette souplesse-là. Et en fait, il faut toujours avoir un petit levier d'innovation pour continuer à se démarquer. Ouais, je me disais, en fait, ce qui est intriguant, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu as réussi à créer du lien avec ces personnes qui étaient... tu as des mots forts, d'ailleurs, qui étaient invisibilisés. Donc, tu imposes tes règles en disant on va les voir, on va les valoriser, on va bien les payer, etc. Pour autant, le travail à la demande, ça sous-entend que je crée quand même, moi, en tant que cliente, et la personne qui va venir, beaucoup moins de liens avec lui, parce que ce ne sera pas toujours lui, parce que... Alors si, ce sera toujours lui. Ouais. En réalité, sur ma plateforme, si la personne te plaît, tu la mets dans tes favoris, tu as jusqu'à 10 favoris. Et si elle ne te plaît pas, tu me le mets dans tes commentaires, et la fois d'après, je t'envoie tout le monde sauf elle. Donc je peux avoir des récurrences quand même avec les personnes avec qui... Oui, bien sûr. En fait, tu peux avoir un lien et une récurrence avec ton cleaner, mais tu n'as pas de récurrence avec EcoClean On Demand, puisque par définition, c'est On Demand. Ok, hyper intéressant. Et donc là, tu as le sentiment que le marché est en train de basculer, quoi. Tu dis ça devient une évidence pour tout le monde. Alors déjà, le marché du On Demand explose partout, sauf en France, mais ça va venir. Quand on voyage, on voit Hertz à la demande, Samsung à la demande. Le on-demand est vraiment le modèle, le business model qui est le plus adapté aux usages actuels. Parce que tout le monde est dans le digital, tout le monde est pressé, tout le monde veut une solution instantanée quasiment. Et tout le monde s'est ubérisé. On a tous pris l'habitude que dès qu'on a un besoin, on a une plateforme qui y répond. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à allier le côté on-demand et le côté humain, en fait.
D'où notre labellisation Bicorp. Ouais, quand et on pas dit, les autres. et c'est ça dans ton pitch, quand tu dis ubérisation Bicorp. Parce que ubérisation, c'est pas très valorisé. Alors, nous, on a pris le meilleur de la tech et du numérique, de l'ubérisation, parce que ça, c'est quand même génial de pouvoir matcher une offre et une demande quasiment instantanément et en géolocalisation. Mais par contre, on y a apporté toute notre brique humaine, sociale, sociétale et environnementale. Voilà, toujours ces petites briques. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours porté. Oui. Parce qu'en fait, c'est quand même dans le nom de ton entreprise, quoi. Oui. Donc, EcoClean on Demand. Et les cleaners arrivent avec leur matériel. Non, ils arrivent juste avec eux-mêmes. Alors, comment ça marche pour que ce soit justement, pour qu'on soit sûr qu'ils soient protégés? Pour le B2C, c'est le client, comme quand vous passez par nos concurrents, qui doit fournir le matériel. Et pour les entreprises, il y a 2 modèles possibles. Et en fait, plus on fournit d'heures et de matériel chez le client, moins il paye cher. D'accord, ok. Mais tout en n'étant pas tenu par un contrat. Et sinon, il a le choix. C'est entièrement libre. Soit il dit, moi, je veux que les heures parce que je fournis tout le matériel. Ou on peut même faire de la location du matériel. Ok. De dire, voilà, moi, j'ai une remise en état, c'est du one-shot. Là, on débarque avec tout le matériel et qu'on reprend à la fin du shift. Donc, c'est vraiment très souple. Le modèle B2B, il est un petit peu plus souple que le modèle B2C, en effet. Mais contrairement à Uber, ils n'ont pas de matériel acheté, ils n'ont pas de matériel... Parce que nous, on est très sensible au port de charge, au déplacement. Nous, par exemple, ils ne peuvent pas se géolocaliser dans un rayon de plus de 2 km en intramuros et 20 km en province. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'ils passent leur temps dans les transports ou qu'ils passent leur salaire dans un plein d'essence. Ça n'a pas de sens, ni écologique, ni environnemental, ni économique. Et j'avais lu que tu disais que tu avais pas mal d'hommes dans tes effectifs. Et tu peux me rappeler, vous êtes combien, tu l'as peut-être dit ? Alors, en fait, on a 3000 éco-cleaners répartis sur tout le territoire. Alors, évidemment, ce n'est pas encore des équivalents temps plein, mais en équivalent temps plein, ça représente 250 personnes à peu près. Okay. Et sachant que nos cleaners sont souvent pour grosse majorité des étudiants, donc eux, ce modèle-là leur convient. Des mamans isolées aussi, qui ont besoin de bosser quand bébé est à la crèche ou si bébé est malade, que je ne me fasse pas virer parce que je ne suis pas allée bosser. Voilà. Donc c'est vraiment on demand. Et puis après, on a quelques retraités actifs encore, parce que les retraites sont de plus en plus petites. Et nous, on insiste vraiment sur le fait qu'on soit un complément de revenus. Voilà. C'est pour ça que je disais au début de notre entretien qu'on ne peut pas faire 8 heures de ménage par jour. 1, parce que c'est fatigant. 2, parce que pour faire 8 heures, ce serait sur une amplitude horaire avec les déplacements de 12 ou 14 heures. Donc après, on enfreint la loi du travail. Et puis surtout, à 18 € de l'heure, nous, on a des cleaners qui sont à temps plein, c'est-à-dire 151 heures. Si vous calculez, c'est 3 000 € net par mois. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas de qualification, c'est canon. Donc voilà. C'est comme ça que Et quand tu les formes, du coup Alors, c'est une formation, en fait, quand ils viennent sur notre site, ils doivent déjà répondre à tous les critères de KYC. Parce qu'on insiste sur la sécurité, on n'envoie pas... KYC, c'est vérification d'identité. Vérification d'identité. Parce qu'on n'envoie pas n'importe qui chez des gens. Alors, en entreprise, c'est peut-être moins grave parce qu'il y a 20 personnes face à lui. Oui, bien sûr. Là, c'était ton foyer. Voilà. Donc, du coup, comme tu disais, on a beaucoup d'éco-cleaners hommes. Et c'est rigolo d'ailleurs, et ils font très bien le ménage. C'est marrant, quand même. Comment t'expliques ça ? Tu sais, les étudiants, ils s'en fichent. C'est ça ou serveur au McDo, donc j'ai envie de te dire. Et c'est ça ou sentir la frite, je crois qu'ils préfèrent être chez moi. En tout cas, c'est ce que l'on voit, et c'est leur retour. Et puis après, on s'aperçoit que le ménage, finalement, quand tu es bien formé, c'est adressable à tous. Alors nous, on a des a priori de dire une nana va faire mieux le ménage. Alors oui, elle va mieux faire le repassage, ça c'est indéniable, et elle va peut-être mieux faire les détails, ça c'est indéniable. Mais en entreprise, je peux vous assurer que les hommes font mieux le ménage que les femmes. D'accord. Parce qu'elles, pour le coup, vont s'attarder sur un petit détail qui est insignifiant au regard de l'entreprise, mais pour autant, elles vont pas faire l'essentiel, à savoir travailler vite et rapidement et faire la salle de réunion parce qu'on enchaîne. Voilà. En fait, l'attention n'est pas portée sur les mêmes efforts. Et donc, comment on les forme ? Donc, après vérification, ils reçoivent un lien de formation en ligne qui est complètement gratuit. C'est 4 capsules vidéo sur les savoir-être, les savoir-faire, et puis sur la méthode.
Ok. et aussi sur comment Je comporte peut-être avec le client. Oui, alors ça, c'est sur les le savoir-être, ouais. mais c'est surtout aussi comment j'utilise l'appli EcoClean On Demand. Ouais. Parce que toi, tu vas avoir accès à l'appli client, mais derrière, il faut savoir qu'il y a une appli EcoCleaner. Hmm. Et elle est complètement différente. Parce que l'EcoCleaner, quand il arrive sur site, bah, il doit me mettre en route. Et en fait, c'est un shift pas à pas. Il doit cocher ce qu'il a fait. Hmm. Et D'accord, du coup, ok, il est C'est suivi. Comme on ça, il n'y voit a ce pas qu'on d'oubli. C'est comme avec les voitures de location où en fait on sait qu'on doit faire ça, on prend une photo. Exactement, c'est la checklist en fait. Et puis surtout, bah, ça évite les oublis, ça évite, si par exemple le client, qu'il soit entreprise ou customer, s'il a je sais pas, une demande particulière, bah, si par exemple un Airbnb, je sais pas, typiquement, on fait pas le balcon parce qu'il n'y a pas de balcon. Bah, celui-là, il y a un balcon. Bah, c'est spécifié, balayer le balcon. Bon, bah, si c'est pas spécifié, il va se dire, bah, c'est pas dans ma to-do, je le fais pas. Ok. Là, en l'occurrence, c'est spécifié. Ouais, c'est intéressant. Enfin, on évite pas mal d'impairs, quoi. Donc, c'est bien. C'est pour ça que c'est très bien noté. Ok. Et justement, donc je voyais que tu voulais partir à l'étranger aussi. Oui. Alors, on a déjà commencé parce qu'on a lancé en simultané au Québec et en France. D'accord. Parce que mon associé, il est basé à Montréal. Et puis, en fait, ce qui permet, en fait, là, par exemple, il y a une grosse crise financière actuellement au Canada, enfin, tout Nord-Amérique. Donc, ça permet, effectivement, de faire un peu les vases communicants. C'est-à-dire que là, actuellement, on a mis en pause les services canadiens pour se concentrer sur les services français. D'accord. Et du coup, on a rapatrié des équipes qui sont maintenant à Paris. Et du coup, on lance bien et on consolide bien la France. Et puis peut-être que cette crise-là, c'est pas peut-être d'ailleurs, elle va arriver forcément. Puis les vases communicants sera dans l'autre sens. Ouais. Donc ça permet de ventiler ces risques. Ça permet aussi de tester et d'adresser des marchés qui semblent être similaires et qui ne le sont pas du tout. Et puis de grandir parce que... Quand tu dis qu'ils ne le sont pas du tout, c'est quoi exactement Par exemple, au Canada, c'est complètement dans les usages de passer par une appli, mais pour tout. D'accord. Mais vraiment pour tout, même pour faire ses courses. Les gens vont même plus au supermarché. Je coche avec mon frigo connecté, quoi. Il y a une appli pour tout, même pour sortir son chien. Enfin, c'est dans les usages. Nous, en France, passer le ménage à la demande, machin, c'est vrai. nous, on a des clients... Ça reste encore très bouche à oreille. C'est encore très... mais vous êtes sûr que si je mets ma carte bleue, il y a vraiment quelqu'un qui va sonner dans 20 minutes. Donc voilà, il y a encore cette appréhension. Et ça, cette appréhension-là, ce frein, il est complètement levé. Et justement, tu as de la concurrence à l'international À l'international, oui. Alors, au Canada, non. Il y en avait un seul qui s'appelait Adele On Demand, qu'on a failli racheter d'ailleurs, mais qui n'a pas survécu au Covid. Oui, il faudra qu'on en parle, ça aussi. Ouais. Et puis après, oui, aux États-Unis, en Floride et à Los Angeles, c'est Floride, Californie, pardon. Là, pour le coup, il y a des acteurs qui existent, mais qui le font pas de façon aussi vertueuse côté cleaner. Donc là, il y a un marché à prendre. En tout cas, il y a une position, une posture à mettre en place. Et l'avantage d'avoir le label B Corp, c'est qu'il est mondial. Et surtout, il est américain. Donc ça veut dire que lorsqu'on va se lancer, on aura ce tiers de confiance qui est B Corp. Et est-ce que tu peux nous dire justement ce qui a été le plus compliqué dans l'obtention de cette labellisation ? Parce que tu étais déjà, tu avais déjà un label Lucie, t'étais quand même... j'avais déjà un label quand tu nous Lucie. racontes tout ça, on se dit, finger in the nose quand même. T'es quand même bien avancé, ça va aller, quoi, je veux dire. Oui, c'est pour ça que quand on me dit start-upeuse, j'adore, ça me flatte. mais en vrai, il y a 1000 ans de travail derrière. Ouais. Oui, parce qu'on parlait juste avant le fait que Christelle est start-upeuse et présentée comme start-upeuse, alors que t'as quand même pas mal d'années d'entrepreneuriat derrière toi. Mais c'est plus vendeur pour les médias. Ils aiment bien dire start-up, tout ça. Donc moi, je les laisse dire, je m'adapte. Non, on avait effectivement le label Lucie, on avait le ISO 14001, et puis surtout, on avait le label Svanen qui est scandinave. Et on était la 7e entreprise de nettoyage à l'obtenir sur les 30 ou 40 000 entreprises qui existent à Stockholm. Donc non, on a quand même une antériorité. Et puis là, B Corp, c'était indéniable. En fait, on a beaucoup hésité. Donc on a été aussi entreprise à mission, mais ça reste franco-français. Et nous, on a vraiment des ambitions internationales. Donc B Corp, c'était le Graal, mieux. quoi. C'était mieux pour nous. Par contre, excusez-moi du terme, mais c'est la tannée, quoi. Donc on en est encore. C'est un système de points, c'est ça ? Alors c'est un système de notation. Ouais. Il faut avoir 80 points et être sur un axe de progression constant. Donc 80 points sur 100.
Nous, on a eu 80,7. En vérité, on aurait pu avoir 95. Sur les premières estimations, on avait 95, voire 97. Mais on s'est dit, vu que c'est sur un axe de progression perpétuel, Ouais, vaut et qu'on mieux est être- assez feignant avec Julien, on s'est dit, on a 80,7, on s'arrête là. Et on leur donnera Comme à ça, on voir pourra ce qu'ils s'améliorer. veulent. Comme ça, on sera sur un axe d'amélioration perpétuelle, ce qui est factuel, ce qui ne nous empêche pas de nous améliorer. Mais on sait qu'on a des axes d'amélioration qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas encore certifiés. Donc ça permet aussi, parce que en réalité, un label, c'est aussi une stratégie. Mm. Donc il faut être très stratège, parce que sinon, vous vous échinez, quoi. Si on avait tout donné, qu'est-ce qu'on donne dans 3 ans ? Ouais. Et justement, c'était quoi les points qui bloquaient, les points qui étaient faciles, entre guillemets Alors le point le plus bloquant, c'est qu'ils n'avaient jamais certifié une plateforme. Donc il a fallu qu'on se Ah ouais, batte. c'est marrant. Donc résultat, une certification B Corp, c'est environ 2 ans. Nous, on a mis 3 ans, parce qu'on a passé 1 an juridiquement à se battre pour qu'ils admettent qu'une plateforme pouvait être vertueuse, que ce n'était pas que du Uber, en fait. Mm. C'était pas que comme toutes ces plateformes qui, au final, dénigrent Mais quand tu dis le travailleur. il n'y a aucune application aujourd'hui qui a de Bicorp. Non. Mais c'est parce que c'est digital. Parce que c'est digital et parce qu'ils sont très attachés au fait qu'on ne fasse pas d'ubérisation, justement. Oui, c'est ça, parce que pour toi, ils se disent juste attention aux travailleurs. Attention aux travailleurs, attention à l'environnement. Enfin, le contre-pied de l'ubérisation, Mm. comme on l'entend. Sauf que nous, on leur a démontré qu'on pouvait très bien prendre le meilleur de l'ubérisation, parce que c'est génial, c'est rapide, c'est instantané. La géolocalisation En fait, fait ça les que- arrange, quoi, les travailleurs. C'est surtout ça, ouais. Oui. Et puis, ils ont tiqué aussi sur le fait qu'on géolocalisait les travailleurs. Et on leur a dit, mais on ne géolocalise pas le travailleur, on géolocalise son outil de travail. C'est différent. Et la loi française, elle est très stricte là-dessus. Vous ne pouvez pas géolocaliser un chauffeur. Vous pouvez géolocaliser son véhicule. Et bien nous, on géolocalise leur portable. Et on fait en sorte que la géolocalisation ne soit en route que lorsque l'appli est active. Donc, en réalité, l'éco-cleaner, c'est lui qui nous autorise à le géolocaliser. Donc là, c'est lui, en fait, qui donne l'autorisation. Et ça s'arrête dès qu'il a terminé son shift. Donc là, il n'y avait plus d'écueil juridique. Donc depuis, ils ont pondu une loi sur B Corp, D'accord, ok. où on ne peut plus se faire labelliser si on fait de la géolocalisation, si on est une plateforme. Sauf que nous, on a insisté sur le fait que la loi, elle est ni rétroactive, ni prédictive. Et qu'on avait déjà engagé tous nos... Ah ouais, non, mais ça a été... Mais on a gagné. Et du coup, ils en sont contents pour nous. Mais je pense qu'on sera la seule et unique plateforme à l'être. Ça, c'est un investissement aussi. Non, évidemment, mais- de temps, mais... de temps, d'argent, de fees, Non, c'est un vrai business, B Corp, bien sûr, comme tous ces labels. Ouais. Mais c'est le prix à payer. Comme on se dit avec Julien, c'était le prix à payer pour notre introduction à l'international. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé quand même par rapport à tout ce que vous faisiez, parce que là, donc, j'entends le côté, il a fallu reconnaître ce qu'on était, etc. Mais est-ce que tu as eu... ça t'a apporté en fait une nouvelle vision, ça vous a forcé à changer la façon de travailler? Alors déjà, ou... ça nous structure parce qu'on peut plus faire n'importe quoi, même si on n'a jamais fait n'importe quoi en réalité, mais on peut plus se dire tiens, je vais tester ce truc, puis ça marche pas, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, il y a un reporting qui est très drastique. Pas top pour l'innovation, ça? Alors oui et non, parce que en réalité, l'innovation, si elle n'est pas cadrée, elle aboutit à rien. Là, ça mettait un cadre, parce que Julien et moi, on a 2 profils de visionnaires. Et après, on ne sait pas faire la mise en œuvre, ça, on le délègue à des délégués généraux, à des managers, mais nous, on est des visionnaires. Et cette vision, l'inconvénient d'être un visionnaire, d'avoir un profil visionnaire, c'est qu'on part un peu dans tous les sens. On est en arborescence et du coup, faut quand même trouver une colonne vertébrale. Et le fait d'être dans ce cadre-là, nous, ça nous rassure, nous, personnellement. Ensuite, ça rassure aussi les managers, parce qu'ils se disent, notre responsabilité, elle est limitée. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça fait aussi une appétence pour la marque employeur. Parce que les étudiants, de plus en plus... J'avoue que c'est intéressant pour tes cleaners. Ils sont carrément. étudiants hyper sensibles. Hyper sensibles. Et au fait Là, de tout un ça. jeune, actuellement, tu le fais pas bosser si tu as un employeur dégueulasse, que tu respectes pas l'environnement et tout ça. Même pour un job étudiant. Donc, ça donne le bénéfice d'avoir ce label-là ou d'avoir des labels en général, c'est que ça fait une réassurance côté marque employeur.
Ça, déjà, pour l'appétence, pour trouver de l'employabilité, c'est quand même déjà un gage. C'est vraiment, nous, on appelle ça le tiers de confiance. Ensuite, avec l'avènement des normes CSRD, je t'avoue que là, on est agonie de demande de devis. Parce qu'en réalité, en France... Ils doivent changer, ça veut dire que aujourd'hui, tous les gros clients vont être un peu obligés de travailler tous les gros clients, avec... non, mais les CAC 40 et le SBF 120, qui sont hyper observés. Ils sont hyper obligés observés, d'avoir un peu des prestataires de nettoyage qui sont nickel. Alors, en fait. de nettoyage, non, mais de tous leurs les prestataires, en ouais. fait. Et il faut savoir qu'en France, il n'y a que 2 boîtes qui sont labellisées Bicorp. Il y a Clinitex, qui lui fait... qu'on a reçu. Voilà, donc tu sais ce qu'ils font. Thierry, voilà. Absolument. Et nous. Donc, j'ai envie de te dire... Je suis ravie d'avoir reçu les leaders responsables. Écoute, alors, voilà, tu as reçu les gens qui changent le monde du nettoyage. Voilà. Et du coup, c'est une aubaine aussi. C'est un effet d'aubaine qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais c'est aussi un effet d'aubaine lorsqu'on se fait labelliser. C'est que du coup, on rentre dans une liste de fournisseurs fréquentables. Mais enfin, on se dit que l'impact est profitable, quoi. Moi, j'ai toujours dit depuis 2005, depuis qu'on fait du développement durable, j'ai toujours dit que c'était développement durable rime avec rentable. Parce qu'en réalité, tout le monde se dit oui, mais du coup, tu dégrades tes marges parce que forcément, sur 30 € perçus, si tu en redistribues 18, il t'en reste que 12. Ouais, mais les gars, ça correspond à 33%. Citez-moi une entreprise de nettoyage qui a 33% de rentabilité. Il n'y en a pas. Donc, moi, je trouve que c'est win-win, en fait. Et je trouve ça canon parce que en fait, on fait les choses bien. Et puis on est reconnu. Et surtout, on a certifié avec un tampon qui est inaltérable. Enfin, si, il dure 3 ans, mais pendant 3 ans, on sait que c'est pas du bullshit, c'est pas du greenwashing. Oui, parce que tu peux le perdre, quand même. Comment ? Tu peux le perdre. Ah, mais tous les 3 ans, il est remis en cause. D'où le fait de garder un petit peu sous la semelle des axes d'amélioration. Ok, ils sont bons. Et justement, donc c'est ce que tu dis, ça donne une valeur de dingue à ton entreprise, en fait. Oui. Cette reconnaissance, ce travail en continu. Ce qui compense l'investissement, Ouais. parce que c'est très très cher une labellisation Bicorp. Tu es au bas mot, à minima, à 200 000 €. Nous, on était un peu plus. 200 000 €. Non, mais en fait, pour une boîte classique, c'est gigantesque, quoi. C'est énorme. Enfin, et encore, je peux nous, te on n'est qualifier pas de PME. passé. Tu vois, je peux te qualifier de PME. Oui. Tu vois, 200 000 €, c'est le budget que je mets pas sur l'innovation. Et en fait, c'est con. Faut Alors je pense après, tu peux avoir recours aussi au crédit impôt innovation. Tu peux avoir aussi. Peut-être disparaître. Qui va disparaître. Donc, oui, il faut être malin. Tu peux quoi. aussi quand même. Voilà. Tu peux aussi prouver que tu as des axes qui coûtent. Mais après, c'est toujours, voilà, qu'est-ce que tu deviens ? Est-ce que c'est une ligne de coût ? Est-ce que c'est une ligne de crédit ? Ou c'est une ligne d'innovation ? Et moi, je parle du principe que c'est une ligne d'investissement. Ah, mais moi, j'adore ce que ça a fait de ton business. C'est un moyen de diversification, de démarcation et d'attraction qui est dingue, en fait. Enfin, c'est malin, quoi. C'est malin, je sais pas, mais en tout cas, personne n'y avait pensé avant nous. La preuve, à part Clinitex. Donc, Et en plus, Clinitex, on n'est même pas sur les mêmes secteurs d'activité. Et nous, on est sur le tertiaire ou sur le B2C. Et eux, ils sont sur le tout ce qui. Ils sont très B2B aussi, et un peu hospitaliers. Et en fait, je voulais revenir sur la partie la valeur que ça a. Moi, j'avais bien aimé le papier que tu avais écrit sur les vertus de l'immatériel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Parce que moi, j'ai un gourou du management qui explique bien que Gary Hamel, qui avait cette phrase de c'est pas parce que les choses, le capital humain n'apparaît pas dans un bilan financier qu'il n'a pas de valeur. Intangible ne veut pas dire insignifiant. Et c'est un peu ce que tu intégrais. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on le voit de façon globale en mettant l'humain et le sociétal et d'où les normes CSRD. Ouais. Et ça va être qu'une compilation de ce qu'on appelait avant le 3e bilan. En fait, vous avez le bilan financier, le bilan environnemental et là, il y a le bilan sociétal. Tout ça, mixé ensemble, donne les normes CSRD. Et il était temps, d'ailleurs, parce qu'une entreprise comme la mienne, j'estime que sa valeur pécuniaire, elle ne réside pas uniquement sur son bilan financier. Elle réside aussi sur le faible turnover des salariés, sur la
la faible volatilité des clients. Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas de contrat, les gens, ils n'ont pas envie de partir, en fait. Bizarrement, quand vous avez un contrat, vous pensez que à quand est-ce que je vais le dénoncer, quand est-ce que je vais en changer. Là, à partir du moment où vous êtes libre, c'est une question que vous ne vous posez plus parce que vous dites le jour où j'ai plus envie, je stoppe. Et en réalité, vous stoppez très peu. Donc, on a un taux de rétention client et cleaner qui est supérieur à la moyenne. Et ça ne se voit pas dans un bilan financier. Ouais. Par et contre, là, avec du coup ce bilan CSRD, ça va être intégré ? Bien, oui. J'espère en tout cas. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui me désole toujours un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est cool maintenant, la RSE est enfin intégrée, valorisée, mais le social l'est pas assez. Oui, mais c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. Nous, avec Julien, on fait pas mal d'affaires publiques sur ce sujet-là, Okay. D'où mes parutions sur le sujet, parce qu'il y a un moment donné où, je veux dire un exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais derrière, vous avez, un ratio correct, 14 000 euros de bénéfices nets, ou 140 000, peu importe. Eh bien, il peut être très vite grévé par un risque social. Ouais. Vous avez 2 prud'hommes dans l'année, vous mangez votre marge. Vous êtes sans arrêt en train de recruter, c'est un coût. Parce que c'est un coût d'annonce, c'est un coût de recrutement, c'est un coût... on change le dossier RH et puis on en refait un autre. Tout ça, c'est un coût. Et ce coût, c'est ce qu'on appelle des coûts cachés. Parce qu'en réalité, votre marge, elle n'est plus de 14 000. Elle est peut-être de 3 000. Et j'ai tellement le sentiment qu'on a cherché ce critère de performance sociale. Tout le monde a essayé de l'amener. Et je pense que c'est ce que tu dis, ta réponse, elle est là. C'est dans un peu de lobbying. C'est comment on fait venir enfin le réglementaire pour que ça marche, en gros. Mais j'ai un sentiment qu'on a été beaucoup plus vite, évidemment, sur la partie RSE que sociale. Et c'est ça qui est un peu délicat. Moi, je rêve d'un jour où avant d'acheter des actions en bourse, je puisse voir pas uniquement son résultat financier, mais je vois un peu quel impact il a. Alors, les jeunes actuels, quand ils choisissent un employeur, il faut savoir que le salaire, ça arrive en 4e position. La première des positions, c'est qui est l'employeur et qu'est-ce qu'il fait pour l'environnement et qu'est-ce qu'il fait pour le care. Et seulement après, et puis est-ce que j'ai une semaine de 4 jours, est-ce qu'il y a des journées de télétravail, etc. Et seulement après, en 4e position, le salaire. C'est-à-dire que le salaire n'est plus une appétence. Donc nous, on a le salaire, on a le care et on a la flexibilité. Et ces 3 trucs-là font que on n'a aucun problème à recruter, en fait. Et surtout, on les garde. C'est ça qui est quand même dingue, tu vois, d'avoir... de se dire que l'innovation, mais en fait, ça vient de secteurs les plus classiques, tu vois. Parce que moi, je viens plutôt du milieu secteur tertiaire, banque et assurance. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas poussés non plus à se réinventer parce que tout roule, tu vois. Donc, ils sont pas. Il faut dire aussi qu'ils ont été les rois du monde pendant les 20 dernières années. Tout le monde rêvait de... Ils ne sont pas chahutés, quoi. Non, ils ne sont pas chahutés. Alors que nous, c'est un marché qui est stratosphérique, mais comme j'ai expliqué, qui est ultra atomisé et ultra concurrentiel. Donc, de l'inconfort naît l'innovation. Du fait qu'on n'est pas dessous, on fait avec les moyens du bord. Et du coup, on devient ingénieux. Mais quand tout roule et que tu dis, je sais pas, moi, on a une appli, allez, vas-y, on va donner ça au tech de la boîte. Puis tu t'en fous, tu as des lignes de crédit illimitées. Déjà, ton innovation, elle sort pas avant 5 ans, déjà. Tu vois, c'est pour en revenir à mon sujet de prédilection, qui est donc l'espace et l'aérien. C'est toute la différence entre SpaceX et chez nous, le CNES, en fait. Voilà, nous, on est très fiers d'Ariane 6. Cycle long versus Test and Learn. Voilà, exactement. Tu as la Startup Nation et puis tu as des fonctionnaires. Voilà. Et j'ai rien contre les fonctionnaires, mais quand tu as Ariane 6 qui va faire 2 lancements dans l'année alors que SpaceX en fait 14 par mois, si tu veux. Ouais, mais là, c'est fou en plus ce qu'ils ont fait récemment. Non, mais là, ce qu'ils ont fait récemment, je veux dire, c'est... Voilà, et c'est un truc de dingue. Dans les documentaires, c'est ce qu'on voyait, c'est qu'en face, il y avait que des budgets 3 fois supérieurs aux leurs. Mais 10 fois, 12 fois supérieurs, et surtout dans la temporalité. C'est hallucinant. Donc les grands groupes, forcément, ils sont dans cette temporalité longue. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font pour faire de l'innovation ? Ils rachètent des startups où ils intègrent. Ils ont tous un hub, en fait, avec des startups dans lesquels ils mettent des prises de participation en disant... et dans des secteurs
Par exemple, le plus gros, c'est Louis Vuitton. Et on s'est dit, mais pourquoi? Bah si, parce qu'en fait, même une appli de vente à distance, ça nécessite un développement qu'ils ne sont pas capables de produire en interne. Donc, on le voit à Vivatech. En fait, c'est le supermarché du CAC 40. Ouais, c'est clair. Non, mais clairement. Ils se disent, mais tiens, en ça, plus, cette inno, je la veux, ouais, ça. mais en même temps, ils nous permettent de présenter au plus grand nombre, quoi. C'est un peu ben, des mécènes, entre guillemets, là-dessus. Mais c'est le jeu, en fait. Ouais. C'est le jeu. Ouais, je vois très bien. C'est le prix à payer, mais en même temps, c'est ça où Après, tu vois pas le jour, en fait. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses pas, ce qui est intéressant avec ces entreprises, ces startups, c'est le sujet de l'incarnation aussi. Je t'entendais dire que tu n'étais pas manager, mais que tu étais leader. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ça? Et est-ce que tu penses pas aussi être leader, c'est ça aussi qui fait toute la différence pour porter ce genre de mission et d'entreprise? Alors, moi, comme je dis, et c'est en toute humilité leader, mais c'est en réalité, on peut pas être ni bâtisseur ni maçon. Enfin, il faut choisir. Et avec mon associé, on a ce profil en fait d'être plutôt des bâtisseurs. Et après, on redirige sur effectivement un directeur général, des managers, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et puis, la gestion de l'humain, la gestion de l'opérationnel, la gestion même des IT, c'est pas notre truc, quoi. Nous, ce qui nous éclate, et encore une fois, j'insiste sur cette notion de plaisir, si j'ai créé la boîte de mes rêves, c'est pour m'y sentir bien. Si tout devient une contrainte, c'est autant que j'aille travailler pour quelqu'un d'autre, et du coup, la charge mentale sera sur sa tête et pas sur la mienne. Mais voilà, nous, ce qui nous amuse, c'est effectivement de donner les grandes lignes et de donner le cap. Et puis après, advienne que pourra. Mais en réalité, il faut avoir l'humilité de savoir déléguer. Et ça, en tout cas, c'est pas très français. En France, on a tendance à se dire on est des surhommes, des surfemmes, on sait tout faire. C'est un peu ce qu'on nous dit aussi de l'entrepreneuriat, tu vois, tu dois savoir tout faire au démarrage et parce que t'es pas nombreux non plus. Hein, oui, oui, mais tu vois, par exemple, nous, on n'a jamais tenu un balai. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait. Oui, on a tout fait, que ce soit le reporting comptable, les déclarations, les montages des statuts, etc. Oui, tu fais tout, mais quand même dans ton domaine de compétences. Nous, tu vois, à part peut-être si tu es boulanger et qu'effectivement, en plus, tu es au fourneau, mais j'y crois pas trop à ça. Je pense que le boulanger s'est fait aider par son avocat pour les statuts, par exemple. Bon, nous, on n'a jamais fait le ménage. Voilà. Et je pense pas qu'on puisse être au four et au charbon. Enfin, c'est pas possible. Et est-ce que du coup, tu as quand même un pied dans la culture managériale de ton entreprise? Est-ce que tu gères des recrutements ou Alors, non. Ça peut choquer. Non, mais c'est ça que j'adore avec toi, c'est que tu es capable de... Mais encore une fois, je te dirais rien à foutre. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas cette compétence-là, j'estime que je ferais des mauvais recrutements. Donc nous, quand on a recruté nos premiers managers, en fait, on a réuni notre board et on a dit c'est vous qui allez nous dire quelle personne vous préférez et quelle personne vous pensez être la plus compétente. Parce qu'en fait, il faut être compétent pour être chez nous, mais il faut aussi qu'on vous aime bien. Parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est tellement d'emmerde, entre guillemets, qu'au moins, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'au moins, on puisse choisir ses collègues. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait. Nous, on n'a pas de droit de regard. Et en plus, j'ai envie de dire, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas nous qui allons travailler au quotidien avec ces gens-là. Nous, on va avoir que du reporting. Donc, Mais en fait, finalement, toi, tu vois vraiment ton rôle comme celui d'embarquer, finalement. Moi, mon seul et unique rôle, c'est d'embarquer mes clients, d'embarquer mes cleaners, d'embarquer le marché et d'embarquer les politiques parce qu'on fait un peu de lobby aussi en affaires publiques. Et moi, mon rôle, c'est d'embarquer tous ces gens-là. Et à la fin, que ça donne un produit qui soit acceptable, sur un prix honorable et dans des conditions qui soient sympas. Voilà. Moi, mon rôle dans l'entreprise, il est uniquement représentatif de l'entreprise. Je suis la figure de l'entreprise, mais j'en suis aussi le capitaine. Et le capitaine, c'est à lui, quand il y a de la houle, de ne pas avoir le mal de mer, quand il y a la tempête, d'affronter et pas de reporter sur ceux d'en dessous, parce qu'en réalité, c'est à nous de gérer ça. Donc j'estime que ça, c'est un job à temps plein. Et leur job à eux, c'est à temps plein aussi. Et l'un n'interpénètre pas l'autre. Voilà. Alors, petit bémol, vous pouvez tomber sur un manager toxique et du coup, c'est toutes vos équipes qui sont intoxiquées. Mais on a eu la chance d'échapper à ça, en tout cas jusqu'à présent.
Et comment vous faites pour vous répartir le rôle de 2 leaders, tu vois, dans une boîte Alors en fait, on est 2 leaders, mais déjà chacun sur son continent, parce que Julien est au Canada et moi je suis en Europe. Et en plus, on est leader pas sur les mêmes compétences. C'est-à-dire que Julien m'a toujours dit, moi je suis un très bon second. Ok. Et moi je lui ai dit, bah moi je suis chef, parce que moi petite j'étais Bah oui, chef et je on veux être sait. chef. Voilà. Et donc du coup, on est leader chacun dans son expertise. Et pareil, on ne s'interfère pas. C'est-à-dire que moi je vais avoir une vision et lui il va avoir une stratégie. Je vais avoir, je sais pas, une idée. Et lui, il va être mon petit ange gardien ou plutôt mon diable en disant attention, là tu divagues, là j'y crois pas du tout. Voilà, lui c'est un peu le garde-fou et moi je suis celle qui prend les coups et les succès. Mais il y a plus de coups que de succès, comme on sait dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Oui, mais c'est toujours la partie cachée de l'iceberg. Moi j'insiste beaucoup sur cette vision. Mais pour autant, on est complémentaires, indissociables et parfaitement assortis. Voilà. Et vous étiez rencontrés comment en fait? Alors, moi, ma passion, c'est l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat féminin. Et moi, il se trouve que j'ai été présidente de la Fédération Les Premières. C'est un réseau d'incubateurs national. Et lui, il en était le délégué général. Ah, c'est marrant. Et il m'a dit, bah voilà, moi, je veux bosser avec toi. Mais j'ai une condition, c'est que ça se fera au Canada. Okay. Donc je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, on sait que c'est fluide. Je dis par contre, j'ai 2 questions. Pourquoi le Canada? Donc là, il m'a dit tout simplement parce que j'aime le Canada, que j'y ai déjà vécu une expérience en tant que VIE. Et la deuxième question, je lui dis est-ce qu'il y a de la poussière au Canada? Il m'a dit oui. Je dis bah alors c'est bon, l'étude de marché est validée. Ça va. Opportunité business, c'est bon. Exactement. Trop chouette. Et est-ce que tu peux nous partager rapidement ton expérience? Moi, ça m'a toujours fait rêver, ce prix Bold Women de Veuve Clicquot. Il y a quoi derrière et qu'est-ce que ça t'a fait? Enfin, juste un petit... Alors, il y a quoi derrière? Il y a déjà une équipe formidable d'un monde que je ne connaissais absolument pas. Parce que voilà, moi, je viens des mathématiques, je viens du nettoyage, là, j'ai un peu de la tech. Mais le monde du luxe, c'était un monde qui était à milieu... Enfin, tu vois, comment je suis sapée? Enfin, j'ai pas de... Si, j'ai quand même ceinture inverse. Mais bon. Mais ça s'arrête là, tu vois, j'ai pas de... Ouais, d'appétence particulière. Voilà, j'ai pas d'appétence, voilà. Et en fait, en réalité, c'est des mondes qu'on pense qui ne se croiseront jamais. Et bah, mais par les valeurs SIG, en fait. Alors, exactement, en valeur, sauf que personne ne sait ce que fait l'autre. Ouais. Alors qu'en fait, on fait la même chose. On le fait de façon différente, mais on fait la même chose. Et cette équipe, effectivement, de Veuve Clicquot, elle est formidable, humainement parlant. Après, elle est successful parce que le monde entier boit des bouteilles Veuve Clicquot. Et puis, l'histoire était sympa aussi. Cette femme qui devient veuve, qui reprend l'exploitation, alors que... les femmes n'avaient même pas le droit de rien faire sans leur mari. Que je savais même pas, en fait. Alors, en fait, elle se retrouve veuve. Elle se retrouve veuve à, je sais plus quel âge, mais très jeune. Ouais. Et à une époque où tu n'as même pas le droit de vote et même pas le droit d'avoir un compte bancaire. Et elle reprend l'exploitation familiale de son mari. Et elle en fait ce qui est devenu Veuve Clicquot aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un truc de dingue. De dingue. Ouais. Voilà. Donc, rien que pour ça, on aime Veuve Clicquot. Ouais. Donc, quand je vois qu'il y a ce prix et qu'il cherche sa future veuve Clicquot, moi, je leur ai dit, moi, je veux bien, mais je veux pas être veuve, mais je veux bien être Clicquot. Et puis, du coup, je leur ai raconté mon histoire sur, effectivement, le fait de préserver les gens qui faisaient le ménage, de les monter en compétences, d'être dans le care par rapport à eux, etc. Et en fait, ils ont adoré l'idée parce qu'en réalité, ils savaient pas que ça existait et ils disaient, mais c'est génial, enfin... Et donc, du coup, ce que ça a apporté, c'est que j'ai été encore plus médiatisée. Et puis j'ai rencontré une galaxie sur laquelle je n'avais jamais eu d'accès avant. Et puis maintenant, tu vois, on fait les Fashion Week, on fait des choses comme ça. C'est dingue. On est la femme de ménage des Fashion Week, tu vois. Ouais, c'est génial. C'est rigolo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on te voit partout. Donc, partout. Non, on ne voit pas partout. C'est banal de dire ça, mais c'est quand même remarquable, je trouve, le fait aujourd'hui que tu interviennes régulièrement dans La France Bouge. Tu vas bientôt faire Qui veut être mon associé ou pas? En tant qu'investisseur, alors, parce que en tant que... oui, non, mais je parlais en tant que jury. Ah oui, en tant que jury, oui, certainement. Il faudra d'abord que je revende ma boîte parce qu'ils investissent des gros tickets. De plus en plus, les tickets sont élevés. Oui, c'est un exercice que j'adorerais faire, même sans être investisseur, juste avoir ma grille de lecture du pitch.
ce que je fais sur La France Bouge. Mais oui. Julien a déjà été casté pour... ça s'appelle L'œil du dragon au Canada. Ah, c'est marrant. Ouais, comme quoi on a Comme des profils qu'on rien repère. à voir, mais aux États-Unis, c'est Ouais. Shark, quoi, tu vois, c'est ça. C'est Ouais. drôle de voir culturellement. Ok, Ouais, écoute, c'est ça. j'espère C'est que rigolo. tu seras là-bas comme ça. Oui, alors après, jour, oui, puis ça féminiserait un petit peu ce panel. Mais oui, c'est une très, très belle émission. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça donne le goût de l'entrepreneuriat aux plus jeunes. Tu vois, moi, j'interviens sur l'association 100 000 entrepreneurs. Et en fait, on va pitcher dans les collèges pour leur dire, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pour vous aussi, même à un jeune âge, vous n'êtes pas obligé de passer par des écoles de commerce coûteuses, c'est pour vous aussi les filles, c'est pas que les garçons, etc. Et ben là, je trouve que cette émission qui veut être mon associé ou La France Bouge, ça nourrit un peu ces appétences qu'ont les jeunes actuellement, mais qui n'ont pas accès ni aux grandes écoles, ni à un écosystème familial entrepreneurial. Ouais, et je trouve que ça vulgarise drôlement l'entrepreneuriat. Et là, pour le coup, c'est canon. Mais je pourrais en parler pendant 10 heures, parce que c'est ma passion. Donc, Et justement, est-ce que tu aurais un conseil non, je reformule. Quel a été le pire conseil qu'on ait pu te donner et le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans toute ta carrière ? C'est un peu le même. Ça ne marchera pas. Donc déjà... Ça, je pense que du coup, ça te donne encore plus envie de réussir. Alors, tu as deux façons de réagir à ça ne marchera pas. C'est toi, je vais te faire la nique et tu vas voir si ça ne va pas marcher. Parce que moi, c'est cap ou pas cap, il ne faut pas me le dire. Il faut savoir que je suis parachutiste. Donc, sauter de 4000 mètres, ça me fait pas peur. Donc, cap ou pas cap, voilà. Et ça peut aussi introvertir des personnes qui se disaient peut-être je ne suis pas très sûre de mon projet, puis il me dit que ça ne va pas marcher. Mais comme je dis toujours, le premier frein, il est familial. C'est souvent votre mari qui va vous dire mais qui va s'occuper des enfants ou vos enfants qui vont dire oui, mais si tu rentres tard, comment on fait ? Donc ça, c'est le premier frein, il est souvent familial. Puis derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a de la jalousie aussi. Parce que jalousie t'oses faire un truc que les autres n'osent pas faire, t'oses et en plus tu réussis, mais pour qui tu te prends. Moi, j'ai une copine, 25 ans d'amitié, qui m'a quand même sorti « Ouais, mais t'as changé. » Heureusement que j'ai changé, j'ai évolué, Voilà. Donc ça, c'est des sales conseils qu'il faut surtout pas écouter. Et puis le meilleur conseil, moi, je me l'applique à moi-même. C'est rien à foutre, quoi. De toute façon, il y a rien à perdre. Au mieux, ça marche. Au pire, ça marche. Voilà. Parce que de toute façon, même si ça ne marche pas, ça marche toujours. Parce que ça peut ne pas marcher à l'ambition que vous étiez donnée. Ou ça peut, effectivement, ça n'a pas fonctionné. L'entreprise a fermé, mais vous avez ouvert la voie à d'autres qui ont repris le flambeau. Et puis, les valeurs que vous portiez, elles sont là. Par exemple, si moi, ça n'avait pas marché, on voit que les gens, quand même, les entreprises de nettoyage actuellement, elles prennent toutes des produits écologiques. Ouais. Voilà, il fallait juste ouvrir la voie. Donc, ça marche toujours, en fait, en vrai. Alors après, il faut le faire de façon modérée. Il ne faut pas mettre tous ses sous dans son entreprise. Il faut quand même avoir des garde-fous, mais je pense qu'il faut pas... faut y aller, quoi. Faut y aller. Et alors justement, un dernier point, si tu avais une philosophie, un mantra, tu vois, qu'on pouvait afficher derrière toi ou qui te guide au quotidien, il dirait quoi Alors moi, ce qui me guide au quotidien, c'est work hard, play hard. Et surtout, comme j'ai dit, rien à foutre, quoi. je m'en fous, quoi. Je sais. Alors après, il faut pas confondre. C'est pas non plus une aversion au risque. Non, c'est pas une aversion au risque, pas du tout. Moi, je dis toujours, il faut pas confondre détermination et obstination. La détermination, c'est rien à foutre. L'obstination, c'est attention, tous les red flags ont été allumés, t'en as pas tenu compte. Ouais. Ça, c'est débile parce que ça, pour le coup, il faut pas être sourd. Droit dans le mur. Voilà, il faut pas être sourd. Mais après, tous ceux qui sont jaloux ou qui projettent sur vous leur propre peur, ceux-là, il ne faut pas en tenir compte. Ouais, ça, je vois très bien en tant qu'ex-salarié. C'est ça. Et toi, du coup, en prof... Ah, mais moi, c'était pire. Moi, t'imagines, j'étais fonctionnaire. Mais comment ça, tu ne fais pas la rentrée prochaine ? Mais t'as quoi en plan B ? Je monte ma boîte. Mais t'es folle, machin. Enfin, les t'es folle, je l'ai entendu 25 000 fois, quoi. Ah là là. Bravo, écoute, tu es la preuve vivante que oui, ça peut marcher. Et, et puis pour le prix Ball Woman, il faut postuler parce que ça coûte rien.
Et c'est un questionnaire d'une 30aine de questions, donc c'est 2 heures. 2 heures de votre temps qui peuvent changer une trajectoire. Parce que ça peut carrément vous propulser. Moi, je pense que si on en est là, Airbnb, c'est lié à Bold Woman. C'est lié à Wolf Clicquot. Ok. Ils ne connaissaient pas Airbnb avant. Ouais. Par contre, ils étaient là le jour de la cérémonie. Non, mais c'est un bon message effectivement à faire passer parce que on a beaucoup de promotions autour de l'entrepreneuriat féminin parce que les femmes ont du mal à se mettre en avant, quoi. Et c'est agréable d'avoir aussi des profils affirmés qui rappellent que on arrête de se prendre la tête aussi et en fait c'est intéressant pour porter notre mission et en plus pour avoir du potentiel business après, quoi. Enfin... Oui, et puis tout simplement pour être soi, parce que l'entrepreneuriat, il y a un moment donné, ça ressort, quoi. Ouais. Quand on a ça en soi, il y a un moment donné où de toute façon, on ne peut pas faire autrement, il faut le faire. Et alors ma dernière question, c'est qui je devrais inviter dans ce podcast que tu admires et qui fait partie de ton réseau ? Et quelles questions je devrais lui poser ? Alors moi, je pense à 2 personnes spontanément. Je pense à Églantine Cyr qui a monté Reset et qui en fait fait des formations sur le care intra-entreprise. En fait, c'est pas du développement personnel, c'est vraiment se connaître mieux et son rapport au temps en fait dans l'entreprise de façon à être plus efficace, plus efficient et puis mieux communiquer entre différents services. Et c'est vrai que le rapport au temps, il est intéressant. Ah bah, le rapport au temps, il est primordial. Dans une entreprise, vous avez une BU qui va trop vite et l'autre qui va trop lentement. Et à un moment donné, elle ne se retrouve plus, en fait. Donc elle travaille sur ça, sur la gestion du temps et surtout la gestion du temps, l'appropriation du temps soi-même. Donc ça je trouve ça canon. Et après, je pense aussi à Rebecca Fischer-Bensoussan qui a monté YOLO, qui est une plateforme en fait justement pour récupérer du temps pour soi, pour les femmes cadres. Voilà. Donc on s'inscrit sur sa plateforme et on bénéficie. Alors je sais pas quel est son business model, mais j'ai cru comprendre que c'était via le CE de l'entreprise. D'accord. Qui vous accorde des heures de délégation pour je sais pas quoi. Mais en tout cas voilà, toujours sur cette gestion du temps qui chez nous les femmes est une vraie problématique. Ouais, clairement. Oh bah écoute, passionnant. Je note leur nom en tout cas, et puis je tiens spécialement à te remercier parce que pour ceux qui ne sauront pas, on vient d'apprendre que les dernières minutes de cet épisode n'avaient pas été enregistrées. Donc merci infiniment d'avoir pris le temps de refaire ce petit passage. Et j'en profite pour m'excuser pour ceux qui remarqueront un petit écart dans l'interview. Mais voilà, en tout cas, c'était un beau témoignage de ce que tu es, très généreuse. Donc, Bah écoute, il y a un moment donné où quand on dit oui, on dit dit pas peut-être. Voilà. Mais, moi, quand je dis oui, je m'engage. Voilà. Et je resterai surtout sur le rien à foutre. Moi aussi. Voilà, on a dépassé, et rien à foutre. Voilà. Bah, merci beaucoup et merci à ton fils qui va m'en vouloir, mais merci encore pour tout. Salut merci Christelle. Faustine. Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.